On est en, Oui. enfin, Mais en 2700, on est moitié moins haut. Et en 3000, je pense que c'est à peu près la même hauteur. Le pic du bleu et le rouge. mais c'est les spectres de LED qui traînent un peu partout dans la littérature. Et comme vous disiez, on a utilisé des LED, ou peut-être des premières LED euh, qui avaient un spectre qui n'était absolument pas correct et qui ne correspond plus du tout à ce que l'on utilise actuellement et ce qui est monté de façon courante. Donc, je crois qu'il faut bien voir que ce n'est absolument plus la toxicité rétinienne qui doit être le problème, mais plutôt tout ce qui est côté circadien et puis effet de l'éclairage public sur la biodiversité, mais ça c'est encore autre chose parce que l'ANSES l'évoque aussi. Mais c'est un autre problème et que finalement les risques pour l'homme, pour l'œil, sont quasi nuls. Mmh. D'accord. Très, très bien. Merci docteur. Donc si merci docteur pour votre précision. Si il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la présentation de Patricia concernant donc la présentation sur les spectres. Si vous souhaitez, vous pouvez rester avec nous, docteur, hein, pour Merci. cette seconde présentation. Je vais rester un petit peu, mais j'ai une consultation, donc je risque d'être obligé D'accord. de laisser. D'accord. Mais je reste un petit peu. Merci de votre Je intervention, vous en docteur, prie, merci, au revoir. qui nous a bien éclairé à tous les sens du terme. Merci beaucoup. Merci. Je vous en Donc, prie. Patricia, je te laisse faire la présentation sur le second, sur la seconde partie du webinaire, hein, sur la lumière et la colorimétrie. Et puis, je te laisse la main. Voilà, merci. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous voyez bien mon écran. Merci de m'avoir invité pour cette intervention. Le challenge va être élevé, passer après le professeur Orso, mais très bien. Donc Patricia El Mamrani, j'ai un background qui est uniquement éclairage, que ce soit sur mes études ou que ce soit au travers des fabricants chez lesquels j'ai travaillé. Et depuis 1 an, j'ai rejoint la distribution dans laquelle je souhaite pouvoir parler plus d'éclairage, de lumière, de bonnes pratiques et de bonnes références et de bons usages. Donc l'éclairage, lumière et colorimétrie ce matin en ce qui nous concerne. Donc la lumière est mesurée, travaillée, développée, étudiée par un certain nombre de commissions, d'associations et de syndicats dont je vous ai listé quelques exemples ici, nationaux, internationaux. Donc il y a toujours beaucoup d'échanges entre ce qui se discute à l'international et la façon dont les réglementations, les normes, les usages sont traduits en droit français. C'est extrêmement important. Et donc, en ce qui concerne la lumière, donc je ne vais pas vous refaire la présentation du professeur, mais c'est un phénomène physique donc, qui produit des sensations de lumière, des sensations lumineuses et des sensations visuelles. Donc, effectivement, elle couvre les domaines de l'ultraviolet, ultraviolet lointain et même au-delà jusqu'à l'infrarouge. Donc, on parle de lumière noire, on parle de lumière ultraviolette, lumière infrarouge aussi, et celle qui nous intéresse le plus dans le monde de l'éclairage pour l'aménagement des espaces intérieurs, c'est la lumière visible et la lumière blanche. Donc un petit graphique qui repositionne donc les différents rayonnements électromagnétiques classés par fréquence. La longueur d'onde la plus courte étant celle des ultraviolets, avec une fréquence très élevée, mais une énergie très importante. C'est celle qui est produite dans les rayons gamma, les rayons X, le soleil également. La partie centrale, c'est toute petite partie, la lumière visible, celle qui est perçue par l'œil humain. Et ensuite, on repart vers les rouges de l'arc-en-ciel, donc les infrarouges, les micro-ondes, tout ce qui va être ondes de communication radio, où on est dans des longueurs d'onde très élevées. On est sur de la basse fréquence et beaucoup plus faible en énergie, avec donc des sensations qui vont être différentes.
Petit graphique également pour repréciser donc l'échelle des violets, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Ça sont les couleurs de l'arc-en-ciel et sont les couleurs aussi de diffraction de la lumière quand je pense qu'on a tous joué à essayer d'envoyer de la lumière blanche à travers d'un prisme. En tout cas, c'était les TP à l'école. Et c'est ce que nous fait l'arc-en-ciel au quotidien. Donc, c'est dégradé de couleurs avec les UV, les lumières bleues saines, je dirais, rythme circadien, et toutes les lumières qui s'en vont vers le visible, et notamment la lumière blanche. Et donc, c'est cette lumière blanche dont on va parler ensemble, là, par la suite. Cette lumière blanche qui est ou naturelle ou artificielle. Donc, la lumière blanche du soleil, donc on en parlait, donc j'enfonce peut-être des portes ouvertes. Elle varie tout au long de la journée. C'est une lumière dynamique. Donc, elle varie en couleur. On appelle ça donc dans notre langage les températures de couleur. Et elle varie également en intensité. Hein, pour faire un parallèle avec une bonne ambiance lumineuse en éclairage intérieur, il est important de recréer des flots de lumière et il est dommage qu'aujourd'hui encore, les éclairages intérieurs soient très statiques. Mais bon, ça va venir. Hein, la technologie l'aide à ce côté très positif de pouvoir être, je dirais, joué en termes de couleur, d'intensité comme on veut. Donc, on devrait pouvoir créer des effets, des scénarios de lumière dynamiques, donc qui permettraient de mélanger des intensités et des températures de couleur plus froides, plus dynamiques pour les moments où on a besoin d'être actif dans la journée. C'est l'image de la lumière à haute montagne où généralement c'est très punchy, même au niveau des activités, une lumière qu'on voit également en bord de mer, les lagons bleus qui nous font rêver, donc c'est vraiment une lumière très énergisante. Et ensuite, on a ces effets de coucher de soleil, de lumière rasante qui va dans les bruns, dans les couleurs de flammes très chaudes, qui sont, elles, beaucoup plus propices au repos, à l'échange, à des ambiances plus humaines, je dirais, de maison, de se retrouver, de se ressourcer. Donc sur la droite, vous avez une petite échelle d'exemples de température de couleur, soleil à l'horizon, donc qui est très chaud. Hein. Une flamme de bougie est généralement donnée en référence à 1900 Kelvin. Donc à 2000, on est au-dessus. 3000, c'est l'équivalent de la couleur de l'halogène, hein, celle qu'on utilisait beaucoup dans nos lampadaires en intérieur ou même en éclairage des commerces et autres. La lumière zénitale, donc on monte dans les blancs. On parlait du 6500 tout à l'heure. C'est vrai que le 6500 est souvent une couleur dite lumière du jour de référence. C'est un froid qui est perçu comme bien, on se sent bien quand on est à l'extérieur, dans des ambiances où cette lumière est prépondérante, mais qui, dans des éclairages intérieurs, je ne vous ferai pas les cours sur le diagramme de Krutoff, mais en fonction des intensités que l'on donne à la lumière, elle peut être fortement désagréable. Et puis après, on monte sur les ciels polaires, les ciels de haute montagne, avec des températures de couleur beaucoup plus élevées, beaucoup plus blanches. Donc. Des lumières artificielles, donc on en a parlé un petit peu, c'est dommage, j'ai pas la courbe de la sunlight, sinon je l'aurais posée en face de ces courbes-là. Par contre, vous avez de la LED, donc sur la partie gauche de l'écran, où on a un spectre relativement continu qui couvre pratiquement toutes les longueurs d'onde avec des proportions différentes, donc qui donne cette couleur perçue, température de couleur. Au milieu, vous avez les lampes à décharge, donc de la fluorescence en particulier, et sur la droite, du filament incandescent, donc halogène en haut, et puis lampe incandescente en bas. Donc là, la photographie, c'était pour remémorer, rappeler qu'une même température de couleur peut être obtenue avec des spectres qui peuvent être complètement différents. Hein. La mesure qu'on en fait révèle des points qui sont sur un diagramme dont on parlera tout à l'heure, qui sont dans des espaces similaires et qui donnent donc cette référence et cette impression d'une
même température de couleur. Donc, comme on est dans un monde qui est assujetti à la mesure, mais la mesure donnée et la bague donnée référentielle, c'est un 3000K, même si on est à 3595 ou 2999. Donc, dessous, une LED avec pas mal de bleu, 30% de proportion des bleus, on est sur du 6000 Kelvin. La fluorescence spectre large parce qu'elle a des raies pratiquement dans toutes les longueurs d'onde comparée à celle du dessus. Donc, un champ couvert de spectre important. Donc, on est dans les blancs froids, une prépondérance de bleu quand même, et puis notre fameuse lampe à incandescence. L'objectif est juste de vous donner une photo visuelle des différentes températures de couleur, de la courbe spectrale des sources, donc relativement continue dans la LED, et puis spectre de raie pour les lampes à décharge. On va avancer sur la partie colorimétrie. Donc, colorimétrie qui est une discipline psychophysique qui se donne pour objectif la mesure de la couleur. Donc, la colorimétrie, en fait, c'est comment relier les couleurs qui sont perçues par l'œil humain, par la vision humaine, à un abac de données pour pouvoir les mesurer. Donc, c'est pas donné, c'est pas simple, surtout que la couleur, c'est une perception. Donc, c'est la façon dont les différentes longueurs d'onde qui vont rentrer dans l'œil dans la journée vont exciter un certain nombre de récepteurs présents dans l'œil. C'est aussi une dépendance à l'âge. Donc, vous avez une petite explication précédemment sur le cristallin. Ça dépend également du sexe, de l'environnement, de la culture personnelle dans laquelle on a grandi ou que l'on apprend. Il n'existe pas deux personnes qui aient la même perception colorée. À défaut d'avoir deux personnes différentes, j'avais un petit animal et puis un homme, enfin un humain, avec les couleurs visibles par, là en l'occurrence, une abeille, sur le diagramme, donc des violets, indigo, bleu, vert. A priori, il n'y a pas le jaune, orange et rouge pour les abeilles, alors que l'humain va commencer beaucoup plus tard dans la perception dans les bleus. Par contre, il va couvrir jusque dans les rouges. Donc, en termes de culture, je suis tombée sur un abac qui m'a interpellée, qui est un abac qui compare la façon de percevoir les couleurs chez l'occidental et chez les tribus bérinos, donc d'Amazonie centrale. Donc, un certain nombre de personnes ont été questionnées et on leur a demandé quelle était la couleur qu'ils percevaient à la vision d'une source de lumière. Et donc, même couleur présentée, les réponses sont complètement différentes. Donc là, si preuve devait y avoir, que la représentation visuelle du monde qui nous entoure, c'est la construction cérébrale et la construction propre de chacun. C'est une composante qui est linguistique et culturelle. La lumière, c'est aussi quelque chose de très symbolique. Et dans le monde de l'éclairage dans lequel on évolue, la lumière, c'est percevoir les objets avant de les toucher. Donc Roger avait beaucoup de questions sur l'éclairage extérieur et on sait pourquoi quand on connaît Roger, c'est son domaine. Donc c'est vrai qu'en éclairage extérieur, en éclairage public, la perception de vie des obstacles qu'il y a sur une chaussée et des passants est extrêmement importante. La couleur, c'est pas la caractéristique d'un objet. Et là, très souvent, on va choisir la couleur d'un vêtement, on va choisir ce bouquet de roses-là parce qu'elles sont plus rouges qu'eux et plus blanches qu'eux. Non, la couleur, ça n'est que la sensation psychologique donc du cerveau qui est la résultante de cette excitation lumineuse. Donc là-dessous, vous avez une petite tomate. Donc la petite tomate dans le carré gris, ce serait la tomate de référence. Quand elle est éclairée avec une lumière plutôt violette, le rouge reste plus ou moins rouge, mais surtout le vert n'apparaît plus
vert. Hein. Sur celle qui est à sa droite, on est dans les jaunes et le rouge de la tomate est peut-être perçu un peu moins jaune. Alors là, c'est pareil, c'est moi qui vous l'explique, qui vous le commente, mais peut-être que votre œil le voit différemment. Et en dessous, éclairé en vert, une tomate rouge, elle va ressortir noire et en bleu, c'est pratiquement encore pire. Hein. Donc, la couleur de la perception d'un objet va dépendre de la nature de la lumière. Hein, donc, il est important dans un projet, et vos questions le prouvent, c'est de bien choisir la lumière à laquelle on va éclairer notre espace, recréer des ambiances ou apporter un éclairage fonctionnel adéquat. Elle dépend de la nature de l'objet éclairé. Il est brillant, pas brillant, il est mat, rugueux, avec des réflexions qui vont être des réflexions type miroir, auquel cas la lumière que l'œil va percevoir, du coup, et interprétée via le cerveau, ne sera pas du tout la même. Le signal ne sera pas du tout le même. Donc si on schématise, donc la couleur dépend, la couleur perçue, interprétée, décodée par le cerveau via l'œil est celle qui est perçue par l'objet qui est lui-même éclairé. Donc on a une source primaire qui est par exemple notre soleil, qui va éclairer un support, une table, un tissu, un revêtement quelconque, qui peut avoir une couleur magenta, blanc, bleu ciel, etc. Donc la lumière naturelle va renvoyer toutes les longueurs d'onde. Par contre, l'objet éclairé ne va en renvoyer qu'une partie. Donc on va parler d'une source secondaire avec une courbe spectrale qui ne sera pas celle avec laquelle l'objet va être éclairé. Hein. C'est pour ça que se baser sur des abacs rattachés uniquement au type de source ou à la qualité de la lumière émise par un luminaire n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin. Il faut pouvoir interpréter ces abacs et avoir des mesures qui soient des mesures qui prennent en compte le récepteur qu'est l'œil humain. Donc, il fonctionne à base de plein de choses, mais en l'occurrence, on retiendra principalement pour la notion de couleur les cônes et les bâtonnets. Donc, les bâtonnets qui vont nous servir beaucoup plus la nuit en l'occurrence, mais qui vont travailler sur des nuances de gris ou des niveaux d'intensité de lumière. Et les cônes qui vont travailler, eux, sur le RGB. Donc, faire un résumé et dire que l'œil est un appareil d'éclairage ou un luminaire RGB sur lequel on n'a pas forcément un moyen direct d'agir pour mélanger les couleurs, rajouter de l'intensité pour pouvoir effectivement percevoir toutes les couleurs qui existent dans la nature, mais surtout décodables par l'œil. Bon, c'est peut-être faire un raccourci pas très sympathique pour notre cerveau. En effet, quand on regarde et quand on zoome sur ce challenge qui va être de relever la traduction ou comment créer un modèle mathématique pour transformer tous ces phénomènes psychosensibles de visibilité, de lecture, de décodage de longueur d'onde, on est face à 130 millions de bâtonnets, 65 millions de cônes. Donc, au point de vue microscopique, c'est quand même beaucoup. La petite photo que vous avez en bas, dans laquelle vous avez les cônes et les bâtonnets, elle est grossie 2000 à 3000 fois. Donc, c'est pour vous dire combien c'est petit. Des cônes qui permettent de voir les bleus, les verts ou les rouges. Ce serait très bien si on en avait la même quantité et s'ils avaient tous la même capacité de perception, auquel cas, vulgairement, un potard sur chacune et on a notre modèle qui est directement retranscrit, mais non. Les cônes bleus, donc les longueurs d'onde les plus courtes dans le diagramme, vous vous rappelez, l'énergie la plus élevée, c'est ceux qui sont les moins nombreux. Hein. Par contre, ce sont ceux qui sont les plus sensibles. Les cônes verts, donc il y en a 32% dans notre œil, ils ont une sensibilité moyenne. Et les cônes, donc pour le rouge, c'est eux qui sont en présence la plus importante et c'est ceux qui vont être sensibles aux longueurs d'onde les plus longues. Donc le schéma que vous avez en bas, le graphique, est un graphique qui résume la sensibilité spectrale de ces trois cônes-là.
Et donc, le challenge à relever, ça va être comment relier, donc sur notre petit schéma de principe, la perception visuelle des couleurs à des valeurs numériques. Hein. Donc, on sait mesurer une courbe spectrale, on sait mesurer également le schéma d'après la réflectance d'un matériau, son pouvoir de réflexion. En éclairage public, on va parler de la photométrie de la chaussée, la façon dont le support renvoie la lumière. Hein, je dirais ça comme ça. Et puis la grande question, c'est les cônes rouge, vert, bleu qui n'ont pas les mêmes sensibilités, qui n'ont pas les mêmes proportions dans l'œil. Quel est le modèle et comment faire pour pouvoir créer un modèle de référence où se retrouver en termes de couleurs et surtout pouvoir tous, au niveau international et au niveau national, parler de la même chose ou du même référentiel de couleurs. Donc là, il a été créé, après nombre de recherches, un référentiel basé sur 3 couleurs également, un stimulus grand X, grand Y, grand Z, qui est donc un nouveau référentiel dans lequel il va être possible de pouvoir faire une représentation mathématique avec 2 axes, donc en 2 dimensions, des couleurs, et ainsi de créer des diagrammes. Hein. Je passerai ce qui est synthèse additive, soustractive, quand on mélange les RGB pour obtenir des blancs ou pour obtenir plein de couleurs variées. Quand on utilise les couleurs RGB pures en se basant sur la sensibilité de l'œil, en fait, il faudrait pratiquement retirer des rouges pour recréer toutes les couleurs en artificiel. C'est pour ça que ce graphique a été recréé. Tout est en positif. Hein, et ce sont des données qui vont servir donc aux espaces colorimétriques qui ont été créés dans les années 1930, 1931. Alors, il y a eu plein d'essais avant. Sur la gauche, je vous ai mis un des premiers essais de représentation qui avait été fait sur la base donc, des primaires RGB. Donc, le diagramme est relativement écrasé. Et c'est suite à ces essais-là, en fait, en plus, ce diagramme ne prenait pas forcément en compte les intensités de lumière. La lumière, c'est pratiquement, je dirais, une représentation en 3 dimensions. Par contre, travailler simplement, facilement en 3 dimensions, les intensités de lumière, comment on appelle ça, pigmentation, les saturations n'étaient pas pratiques. C'est pour ça que le diagramme qui est au milieu, qui est le diagramme qui sert beaucoup de référence aussi aujourd'hui, que ce soit pour l'éclairage, mais que ce soit aussi pour comparer d'autres appareils, et le diagramme qui fait référence. Donc dans ce diagramme-là, un certain nombre de formules mathématiques sont utilisées pour pouvoir faire les calculs de proportion, de mélange de toutes les couleurs et de les représenter. Je ne sais pas si on voit ma souris, mais ce diagramme s'inscrit dans un triangle. Le triangle, c'est le triangle des RGB. Donc les bleus, les rouges et les verts en haut, sur des longueurs d'onde spécifiques sensibles de la courbe que vous avez vue précédemment. Et donc en mélangeant avec des proportions particulières les RGB, on arrive à couvrir tout ce que l'œil peut percevoir en termes de couleurs et ça s'inscrit dans ce diagramme. Donc, pourquoi il y a des limites aussi franches? Parce que les limites aussi franches, ce sont les longueurs d'onde monochromatiques pures des lumières. Ici, c'est le rouge 620 nanomètres. Quand on fait le tour, on arrive dans les bleus cyan 540, vert 520. On fait le tour du diagramme, on arrive dans les 480, 460 les bleus. En fait, le violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge de l'arc-en-ciel a été retraduit et retranscrit dans ce diagramme, qui est le diagramme de référence des couleurs. On ne parlera pas aujourd'hui des ellipses de macadam, ça fera le sujet d'une autre intervention. Vous voyez dans les verts qu'elles sont relativement étendues, alors que dans les bleus, elles sont beaucoup plus petites. Donc pour pouvoir avoir une amélioration de l'uniformité de la perception des variations de couleurs dans certaines taches lumineuses, ce second diagramme a été créé. Il donne ainsi une répartition des couleurs un petit peu plus uniforme et des ellipses de macadam qui sont moins, je dirais, différentes et contorsionnées, elliptiques en termes de variation de couleurs et de vision de variation de couleurs. Par contre,
ça ne change absolument pas la perception de l'œil humain et de sa capacité à voir des petites variantes de couleurs dans les bleus et des variantes importantes de couleurs dans les verts. Donc, à quoi servent ces diagrammes? Aujourd'hui, c'est un diagramme qui est beaucoup utilisé dans ce qui va être transformation de la couleur, dans les arts graphiques, dans l'imprimerie, dans les écrans, les moniteurs, certains appareils de mesure. Et donc, sur ce diagramme, on va tracer les zones dans lesquelles ces différents appareils travaillent. C'est ce que l'on appelle le gamut d'un appareil. C'est toutes les couleurs, en fait, qu'il est capable de reproduire, que ce soit en impression ou que ce soit en type d'écran. Hein, ça permet de comparer les qualités et l'étendue de couleurs possibles, le champ de couleurs possibles d'un appareil. Vous avez une petite courbe, généralement qu'on connaît tous par cœur, qui est la courbe de Planck, qui est celle du corps noir, qui, elle, donc pour les nuances de blanc, uniquement, hein, le corps noir et les variations de température de couleur du corps noir sont variables uniquement pour qualifier la lumière blanche, hein, et elle se situe ici, donc sur des teintes qui sont très chaudes, des rouges jusque dans les blancs bleutés. Donc vous me direz comment ça se présente chez un fabricant? Parce que parler de colorimétrie, faire des abacs, mais ne s'en servir que pour sélectionner un imprimeur ou une imprimerie ou un écran, il n'y a pas forcément de détails et de data très conséquentes aujourd'hui en termes de colorimétrie chez les fabricants. J'ai pu en zapper. Hein, je n'ai pas forcément la connaissance de tout ce qui se pratique en termes d'éclairage sur le marché. J'ai pris des exemples chez quelques fabricants, notamment celui-ci qui va avoir des solutions qui sont ciblées muséographie, retail, éclairage d'accentuation, enfin le shop lighting, là où on a besoin d'avoir de bon rendu des couleurs, d'avoir des spectres qui soient larges et qui couvrent le plus possible de couleurs possibles de façon à ce que le choix des pelotes de laine, je ne sais plus si on en choisit beaucoup, mais en l'occurrence des vêtements ou des cravates, on n'est pas sortir systématiquement dehors pour se rendre compte de la vraie lumière de l'objet ou du vêtement qu'on est en train d'acheter. Indice de rendu des couleurs très élevé. Vous avez sur le schéma le plus à droite un cercle qui représente le cercle de retranscription des couleurs idéales, là où elles seraient toutes à 100. Les couleurs, c'est les mesures de la LED qui est sélectionnée, 3000 Kelvin. Et donc, moins les couleurs sont rapprochantes du cercle blanc et moins la LED est performante dans ces types de couleurs-là. Donc, moins le rendu qu'elle va avoir des couleurs sera important. Celle qui est située un petit peu plus sur la gauche, elle touche déjà beaucoup plus le cercle blanc. Elle a un rendu des couleurs, un indice de rendu des couleurs qui est plus élevé. Donc, elle laisse pressentir donc d'une couverture et d'un rendu de lumière pour les commerces qui sera beaucoup plus intéressant. Sur la droite, on est sur de l'éclairage général. Donc, en éclairage général, généralement, on est un petit peu moins précis ou moins pointu, je dirais, dans les caractéristiques que l'on va donner sur les sources. Alors, c'est vrai qu'on met la LED partout, mais sur les sources en général ou sur le luminaire, qui les infiltre avant, après, voilà. Donc, on retrouve aussi des indices de rendu des couleurs. En l'occurrence, là, c'était une source lumineuse d'éclairage public. Le rendu des couleurs est moins conséquent que pour des applications intérieures avec un besoin de précision sur le rendu des couleurs. On est la nuit, donc ce qui va être important, c'est la façon dont la lumière va être répartie sur la chaussée et la capacité à cette chaussée de pouvoir rendre les détails pour pouvoir se déplacer donc dans le noir. Et vous allez avoir également des informations potentiellement sur les ellipses de macadam. Donc voilà des exemples de données chez les fabricants. Des exemples d'ambiance, je pensais peut-être intéressant de rebondir là-dessus par rapport à la colorimétrie. Travailler les choix des couleurs
coordonner les couleurs quand on veut agrémenter ou créer des ambiances intérieures. Bon, là, c'est un exemple que j'ai trouvé chez un fabricant de mobilier qui crée des ambiances avec des appellations spécifiques en fonction de l'esprit communicatif, créer des espaces pour des salles de réunion ou alors créer des espaces qui soient beaucoup plus des espaces de vie urbaine, de décontraction. Donc on est sur des mélanges de couleurs différentes qui vont être travaillés sur des nuanciers de tissu, des nuanciers de peinture murale, sur des revêtements de parquet et autres, donc pour créer des ambiances. Donc là, le point important, c'est de vous dire où le message a passé. On crée des ambiances donc sur des perceptions de revêtements, de moquettes, de tissus, de parquet, dont on va avoir un référentiel ou peut-être un repère en approchant d'une baie vitrée. Généralement, quand on va chez un architecte d'intérieur pour faire des aménagements d'intérieur, on est toujours très proche de la lumière naturelle pour avoir ces rendus et recréer ces ambiances comme on souhaitait l'avoir et pas trop dénaturer les couleurs. Donc la colorimétrie là-dedans et le choix donc de la source et de la couleur et de la façon dont on va être éclairé va être très important pour ne pas dénaturer cette ambiance qu'on essaie de recréer au travers des matières. Donc des référentiels, des critères de qualité, fiabilité, il y en a quelques-uns. Il y en a un certain nombre qui ont été définis par le syndicat Charté, donc le syndicat de l'éclairage, qui ont été validés aussi par la FGME, donc Fédération des distributeurs, qui reprennent 20 critères qui sont des critères descriptifs de performance en flux, en couleur, en température de couleur, en ellipse de macadam pour la lumière. Donc c'est une charte qui est téléchargeable. Elle reprend aussi les durées de vie pour les luminaires, enfin beaucoup de choses rattachées aux luminaires. Et les 9 points, le point 9, le point 10 et le point 11, sont ces 3 points-là qui sont rattachés plus à la qualité de la lumière et donc qui donnent des informations à faire apparaître dans les fiches techniques des produits de façon à ce que vous puissiez avoir des référentiels de comparaison d'un éclairage à un autre, d'une source à une autre. Alors, vous me direz le diagramme des couleurs. Je ne pouvais pas non plus ne pas penser à la façon dont utiliser le diagramme des couleurs. Donc, j'étais chez Zumtobel quand cette réalisation a été faite. Donc, c'est un concepteur qui a travaillé sur la mise en lumière. La mise en lumière a été faite en live, in situ, sur base d'anciennes technologies, donc de gélatine et de iodure métallique. Donc, on en parlait tout à l'heure. Et donc le message à passer sur ce musée, qui est un musée qui est à Saint-Cloud, qui est le Musée national de la céramique, c'était de reproduire les couleurs des bleus des céramiques sur la façade du bâtiment. Donc, si on avait été en LED, et peut-être que ça a été fait, là je n'ai pas les secrets de la réalisation, mais on avait mesuré donc la couleur rendue des bleus de la céramique. On aurait pu, grâce à un programme, puisqu'aujourd'hui en RGB dynamique, RGBA, RGBW, on a des petits logiciels qui permettent donc de choisir les coordonnées trichrométriques, chromatiques, pardon, grâce au diagramme sur un logiciel et donc de reproduire la lumière adéquate. On aurait peut-être pu reproduire beaucoup plus finement ce bleu des céramiques sur la façade. Mais c'est un exemple de la façon dont on peut utiliser les coordonnées trichromatiques, travailler le RGB pour reproduire une couleur qui a un message particulier. Et last but not least, donc c'est bien tout ça, mais comment on peut mesurer le rendu des couleurs sur une façade, par exemple? Alors, je ne vous ai pas parlé de luxe ou de luminance et autres. Donc, on a différents appareils aujourd'hui sur le marché, des luxmètres, des luminancemètres. On a également des colorimètres, des spectroradiomètres et de la vidéocolorimétrie. Donc tous ces appareils ont des possibilités et servent à mesurer en partie donc les quantités de lumière, mais également la partie colorimétrique. Hein, c'est les deux derniers, l'appareil en bas qui ressemble à une caméra.
Certains appareils peuvent faire du image par image ou également faire une vidéo complète qui retranscrit donc toutes les couleurs qui vont être perçues par l'œil humain. Vous avez des appareils spectroradiomètres que l'on va peut-être connaître un petit peu plus quand on fait nos mesures de luminance sur les chaussées, par exemple. On utilise des luminaires un peu similaires. Voilà, pour mesurer la lumière, la quantité, la courbe spectrale, la façon dont le revêtement va réfléchir donc la lumière. Donc voilà, la colorimétrie, les températures de couleur, comment en jouer, comment les mesurer. J'attends vos questions. J'en ai quelques-unes aussi de mon côté, des questions à vous poser, notamment par rapport à cet exemple-là ou par rapport à l'exemple d'ambiance intérieure. Est-ce qu'aujourd'hui la colorimétrie, c'est des choses que vous utilisez? Est-ce que un bon rendu de couleurs, créer une ambiance, sélectionner des sources par rapport à des besoins? Est-ce que c'est des choses qui apparaissent dans vos dossiers, dans les cahiers des charges? Comment vous placez-vous, vous positionnez-vous par rapport à la colorimétrie? Voilà. En tout cas, merci de votre attention. Merci. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Ça, c'était pour faire une rime. Merci beaucoup, Patricia, pour ta présentation qui, comme c'est le professeur Orso, était également très, très claire. C'est vrai que sur la colorimétrie, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder en éclairage extérieur, du moins d'un point de vue fonctionnel, mais plus pour la partie ambiance. Alors, j'avais peut-être une petite question, enfin, une question et une précision, notamment quand tu emploies donc des températures de couleur proximales. Donc, on prend un Oui. exemple de 3000 Kelvin. Je prends cet Mhm. exemple-là. Mhm. Donc, il y avait donc les ellipses de Macadam pour le 3000 Kelvin qui apportaient une tolérance. Oui. Donc, de mémoire, on doit être à 3270 Kelvin pour 3000 K. Or, l'arrêté du 27 décembre prévoit 3000 Kelvin, point. Et donc, aujourd'hui, on avait, dans certaines installations, si on était sur 3100 Kelvin, on pouvait considérer qu'on était non conforme à l'arrêté, bien qu'il y ait les ellipses de Macadam Macadam. voilà, qui permettent de dire non, au niveau du standard, c'est ce qui est fait. Alors, il y a le futur règlement européen d'éco-conception des luminaires, donc qui est paru en 2019, qui va être applicable à partir de septembre 2021, qui vient solutionner un petit peu et clarifier cette position. C'est d'ailleurs sur ce document que s'appuie le ministère pour les notions de flux source et de flux luminaire pour les luminaires LED. À Mhm. partir de septembre, il y aura une tolérance de plus 10%, non, pas plus ou moins, mais de plus 10% pour les températures de couleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une installation d'éclairage qui est prescrite en 3000 Kelvin, de 3000 à 3300 Kelvin, elle sera conforme aux dispositions de l'arrêté. Donc c'est quand même important de le signaler. Je ne sais pas si tu avais eu cette info au niveau du règlement. Non, pas forcément, un petit peu plus Ouais, éloigné de toutes ces voilà, associations aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas forcément tout. Par voilà, contre, c'est effectivement très important dans le voilà. sens où je vous ai parlé un peu, je vous en ai pas montré beaucoup, mais des fiches techniques et des informations à faire paraître au niveau des données chez les fabricants. C'est vrai que ce sont des points d'intérêt importants parce que du coup, il va falloir communiquer beaucoup plus Ouais, sur cette tolérance au niveau des données ouais, et tout pas à que fait. des sources, hein, Voilà, effectivement. voilà, donc ça c'est un point important, surtout pour nous collectivités, euh, parce on peut nous être, voilà. Donc la température de couleur dépend aussi notamment du binning, hein, donc Mm. avec notamment le binning, le tri des LED, donc qui est aussi un facteur lié à la tolérance. Donc, on n'aura jamais 3000 Kelvin précis, et cette notion de tolérance est quand même importante, ça nous laisse quand même une latitude. Alors, de mémoire, l'œil humain, en règle générale, tu me confirmes si je dis une bêtise, est sensible à plus ou moins 100 Kelvin. Au niveau de la C'est la, température de couleur, ouais, c'est la valeur que j'avais aussi en tête. hein, cette valeur-là, d'accord. Et alors, autre question par rapport au texte de l'arrêté, on peut voir, alors, le texte de l'arrêté prescrit une température de couleur, 3000 K, et comme tu l'as montré, donc dans les 3000 Kelvin,
on a une décomposition spectrale qui est différente entre une lampe à décharge. Je prends l'exemple d'une iodium métallique en 4000 Kelvin avec une décomposition en bleu qui est beaucoup plus importante. Je sais pas si, oui, on l'a ici, voilà. Donc, décomposition en bleu qui est beaucoup plus importante sur une lampe iodium métallique ou par rapport à une source LED où on a vraiment des raies, vraiment des raies avec des longueurs d'onde précises. Sur une iodure. Voilà. Donc, on a une décomposition différente avec la même température de couleur au final. Oui. Ce qui veut dire que l'arrêté fixe une température de couleur et non pas une longueur d'onde. Donc aujourd'hui, selon toi, parce qu'on voit des applications, notamment en éclairage pour les passages piétons, est-ce qu'il est possible, alors, hormis les risques liés aux risques photobiologiques, voilà, etc., on fait abstraction de ce contexte, est-ce qu'aujourd'hui il est possible pour un éclairage de passage piéton, ou même à la rigueur d'une rue, d'un espace extérieur, d'éclairer une rue en bleu, par exemple, ou un passage piéton en bleu, tout en sachant que la température la longueur d'onde n'est pas reprise dans le texte et n'est pas référencée à une température de couleur. Est-ce que je me suis... Oui, je visualise certaines réalisations qu'il Voilà. n'y a pas très loin d'ailleurs de la résidence. Et je t'avoue que c'est une très bonne question. Oui. Je pense qu'il faudra effectivement se la poser au niveau du syndicat. Je pense que l'arrêté, en fait, fait état d'applications et d'éclairage sur des applications particulières. À partir du moment où on est hors ces applications, où le projet est déclaré, ou mise en lumière ou mise en valeur Ouais, hors des ouais, applications d'éclairage général, auquel cas je pense qu'il est possible tout à fait. d'utiliser une longueur d'onde spécifique. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Tout à fait, il n'y a pas de prescription pour les parcs et jardins. Voilà. Mais ma question était plutôt pour les installations de type 1, notamment pour la sécurité, enfin, donc celles liées à la sécurité des déplacements Oui, oui. et pour les passages piétons. Alors, après, on peut jouer sur les mots parce que on est sur de l'accentuation de contraste, on n'est pas sur de l'éclairage. C'est un petit peu effectivement ce que j'essayais de dire. Voilà, Et voilà. c'est jouer sur les mots parce que c'est vrai que c'est du repère, c'est du visuel, c'est de l'accentuation. Voilà, Ça peut ne voilà, pas être considéré comme partie de voilà. l'éclairage général. Voilà. Donc ça peut être, on peut aujourd'hui, on pourrait, alors encore une fois, hormis le risque photobiologique, se poser la question de dire on pourrait éclairer aujourd'hui un passage piéton bleu, rien n'interdirait quelque part, ça passe. Voilà, c'était parce que Mm, l'arrêté prescrivait une température et non pas une longueur d'onde, donc c'est un petit peu oui, embêtant. C'est un peu embêtant. oui, Et on voit des réalisations d'éclairage de rue, hein, j'en ai vu en éclairage fonctionnel, bon, sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs l'exemple que j'ai envoyé au ministère, une rue qui est éclairée avec des hautes teintes de style en bleu. Et ça fonctionne. ouais. Et rien n'interdit. Enfin, pour moi, rien n'interdit en tout cas aujourd'hui. Ouais, ouais, non, Donc, non, et beaucoup d'illumination ou je dirais beaucoup de oui, mise en lumière parce que justement cette partie énergie et vision, il y a beaucoup de bleu partout, hein, oui, énormément. tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on puisse regarder pour avoir Oui, si tu veux bien, pour avoir des réponses peut-être à apporter, parce que c'est un sujet qui m'intéresse fortement et et mm, pour qu'on puisse apporter les bonnes réponses aussi au niveau des collectivités. oui, Voilà. les collectivités, oui. Mm. Merci. Voilà, donc bah, merci Patricia pour ton intervention. J'en ai fini moi, avec mes questions et sur le sujet. Très, très intéressant. Ce que j'ai bien apprécié également, ce qui est important hein, sur ta présentation, c'est la variation de la température de couleur du matin au soir avec le midi, parce que c'est un lien avec la biodiversité. Tu vois, oui, ce tableau-là, tu vois, donc on comprend bien qu'aujourd'hui, qu'on est au soleil couchant, on est de l'ordre de 2200 Kelvin, Mm. et que si on met un luminaire 4000K, bah, quelque part, on va se retrouver pour un insecte, on va pas forcément se retrouver pour lui en fin de journée, mais plutôt presque en milieu de journée, en début d'après-midi. Et donc voilà, on a une différence importante et le rôle de la lumière sur la biodiversité est est vital, vital. Et c'est ce qui explique aujourd'hui un petit peu également l'explosion des trames sombres, de tous ces dispositifs, ce type d'installation qui commence à fleurir.
Un point important quand même sur cette température de couleur, je fais un lien avec l'énergie. Aujourd'hui, Mhm. il faut faire attention, plus on va baisser en température de couleur, moins on va être efficace, Donc, pour un niveau d'éclairement identique, on va consommer un peu plus d'énergie. De mémoire, de 4000 à 3000, c'est plus entre 6 et 8% d'énergie en plus. Donc, Ouais, c'est mais quand même 8 maximum, oui, je pense. ouais, ouais, entre 8 et Mm. 6, enfin, en fonction des données. Mm. Et c'est quand même un point important parce que demain, si on décide d'uniformiser et de mettre du 2000K avec un IRC quand même intéressant, un IRC peut-être de 70, ça Mm. sera très bien. Mais en termes d'énergie, on aura pour le même niveau d'éclairement une énergie supplémentaire qui sera, je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais de l'ordre de 25 à 30%. Donc on aura quand même il ne faudrait pas que le gain qu'on ait sur la biodiversité se fasse au détriment de l'énergie, parce que donc, quelque part, ça n'a plus aucun sens. Et voilà, il faut trouver vraiment le juste compromis entre les deux. Mais c'est important de signaler ça. C'est important de signaler ces variations de température de Mm. couleur et qui sont en lien aussi avec l'éclairage pour qu'on puisse comprendre. Je trouve ça très, très pédagogique. C'est très, très bien. Mhm, mais très bien. Mais je pense que le prochain sujet, puisqu'on avait prévu de parler de rendu des couleurs et Ouais, d'ellipse de macadam, je pense oui, qu'effectivement, on s'attardera un petit peu plus là-dessus. Tu as parlé du binning aussi, ouais, donc tout à fait. de Ouais, façon à repréciser un petit peu les choses, hein. Là, le ouais, très sujet bien. était vraiment de Hein. parler du diagramme de couleurs. Bon, Ok. on te sollicitera donc pour la prochaine présentation si tu l'autorises. Avec plaisir, toujours. Voilà, merci. Alors, pour l'ensemble de l'auditeur, est-ce que vous avez des questions à poser, des compléments? Soit ben, on procède par le chat, soit vous prenez la parole comme vous le souhaitez. Les problématiques liées aux températures de couleur par rapport à vos usages, est-ce que dans les cas notamment de mise en lumière d'installations de particulières, est-ce que vous portez un soin à la mise en lumière? Est-ce qu'aujourd'hui la colorimétrie fait partie pour notamment les mises en valeur des illuminations d'un critère, selon vous? Damien Morino, c'est l'éclairage public de l'île. Oui, on utilise de plus en plus la couleur sur les projets de mise en lumière. Après, c'est les prestataires et les concepteurs qui règlent, donc on n'est pas forcément nous sachants sur le sujet, mais oui, évidemment. D'accord. C'est vrai que de belles réalisations, Damien, chez toi en mise en lumière, c'est très joli. Mhm. Il y a de Très, plus très en beau. plus de photos sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais je sais que j'en ai vu quelques-unes qui étaient vraiment très sympas. C'est très, très beau. Mhm. Non, c'est une question que j'ai posée, ça, parce que on nous a demandé, enfin, j'ai été sollicitée il y a quelque temps pour reproduire les couleurs du drapeau français sur une façade. Très Oui, bah souvent, il arrive le moment, c'est ce qu'on fait le 14 juillet, quoi. ben voilà, 8 mai, et 14 juillet, 11 novembre. voilà. Et l'exigence était les couleurs d'impression du tissu. Donc, qui a un référentiel. Alors déjà, dans les référentiels, on a du RAL, du Pantone, on a plein d'autres choses et les couleurs ne sont pas exactement les mêmes. Et donc là, on avait les référentiels du tissu qu'il fallait traduire en lumière sur une façade qui n'était pas forcément très blanche, Ah, c'est ça le problème, hein. c'est aussi la façade qui impacte le rendu. Donc, Voilà. Et ouais. donc, ce qu'il n'y avait pas et qui aurait peut-être pu être intéressant à l'époque, au-delà de la performance dans les bleus et peut-être même les blancs et les rouges des produits, c'est d'avoir un appareil de mesure de façon à se rapprocher en mesure le plus possible de l'impression de tissu en fait du drapeau, quoi. Donc, ça Après, peut de temps ça en devient temps. du pinaillage, hein. Les gens, ils sont pas forcément enfin, ils vont pas aller chercher à ce niveau-là, quoi. On fait du bleu, blanc, rouge. Même si le bleu est pas exactement le bleu du drapeau français, les gens comprennent ce que ça veut dire, hein. Ah oui, oui, bah, j'imagine qu'on se contente souvent d'eux, mais il est vrai aussi que souvent On dans les essaye de milieux se rapprocher au sportifs et maximum, mais exécutifs, voilà, c'est pas. voilà, les exigences sont toujours élevées au départ et puis après on s'aperçoit que la physique ne permet pas de répondre complètement à nos vœux pieux. Mais effectivement. Bien, Voilà. Roger. Bon, ben, est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Bon,
Merci Patricia pour s'il n'y a pas d'autres questions. Merci de m'avoir invité, merci de cette opportunité de pouvoir partager. Donc, je suis à disposition via Roger si jamais il y avait besoin. Et puis, Roger, si des sujets Tout à tu fait. veux partager sur la Tout à région, fait. je suis dispo. Merci Patricia, merci beaucoup. J'ai également merci donc le docteur Orso pour pour votre présentation également. Très très bien. Donc c'est la première pour la région ce qui nous concerne, donc c'est nos premiers webinaires, hein, donc on met ça en place depuis aujourd'hui. On a un nouveau webinaire qui se profile ce jeudi. Donc si éventuellement ça peut aussi t'intéresser Patricia, c'est donc sur les C2E. Alors webinaire sur les C2E. Oui. Oui, avec Michel, voilà, tout à fait. Donc, on va faire une présentation des C2E, comment dire, sur un peu l'historique, à quoi ça sert et pourquoi ça a été mis en place. Et on devrait avoir par la suite une intervention de mon collègue du SIDEC de Normandie, Wilfried Kopek, hein, qui est président aussi. Wilfried, ouais, Voilà, très bien. Wilfried, donc avec lequel on a travaillé justement par rapport à l'offre qui est faite actuellement pour les collectivités sur la fourniture de luminaires, etc., dans le cadre des C2E. Voilà, D'accord. on a une petite synthèse sur ça, voilà. Donc on devait faire intervenir Resilium qui finalement n'a pas pu être présent. Voilà, donc on va faire un webinaire sur ces deux sujets d'actualité. Donc je vous invite tous à vous connecter également donc ce jeudi matin dès 9 h pour pouvoir aborder ce sujet. On va totalement changer de sujet d'actualité. Changer de spectre. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et puis donc on prévoit encore également d'autres webinaires à partir du mois d'avril, un troisième webinaire sur l'approche sociale et sociétale de l'éclairage, la peur du noir, etc. Donc cette approche un peu plus entre guillemets philosophique. Et après, sur le même webinaire, réussir à concilier les nuisances lumineuses et la biodiversité. Voilà, donc avec des interventions et des retours d'expérience sur le sujet. Voilà. Donc ça, c'est pour jeudi et le suivant, ça sera courant avril, mais les dates viendront. Et donc j'enverrai sûrement ça également à mes collègues d'autres centres régionaux pour qu'ils puissent aussi s'inscrire sur ces présentations. Voilà. Donc pour jeudi, oui, envoyez un mail à Margot également pour l'inscrire sur le chat pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup, Roger. Merci de rien. Patricia, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à tous à jeudi. Bonne journée, merci. Excellente journée à tout le monde, au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.